Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la célèbre maintenant librairie L'Octopus à Épinal en compagnie du maître des lieux, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, on est très écolo dans ta sélection aujourd'hui, bizarrement, mais la façon différente de traiter l'écologie. Et c'est ça qui est intéressant. Et on commence tout de suite avec Vert, aux éditions Rue de Sèvres, de Patrick Lacan et Marion Besançon, qui dessine son premier album là. Et pour un premier album, c'est déjà très réussi. Ouais. Vert, c'est l'histoire de l'humanité qui se met à bourgeonner. Un bébé né avec une feuille de chêne qui lui sort du nez. Ouais. Puis un autre. Puis cette épidémie, mais c'est pas vraiment le bon mot, va se répandre dans toute la population. Les jeunes, les moins vieux, enfin les plus âgés, on va dire. Tout le monde commence à subir cette espèce de mutation, à devenir à moitié végétal. Et en fait, le sujet de l'album, c'est comment on réagit à quelque chose d'aussi surprenant, d'aussi... Alors, c'est pas une maladie, parce que ça n'impacte pas la santé, c'est juste visuel. C'est une transformation. C'est une transformation. Et Patrick Lacan, par l'intermédiaire de 3 personnages vraiment différents qu'on suit, nous donne un peu toutes les évolutions des pensées de la société par rapport à ce genre de transformation. Alors, soit on l'accompagne, Ouais. soit on l'encourage, soit on y résiste, on tente. Et donc oui, à travers ces personnages, avec les points de vue différents, eh ben, on a une espèce de vision globale des réactions humaines vis-à-vis du changement. En fait, c'est plus une allégorie sur la résilience, sur l'acceptation, sur le laisser-aller, le lâcher-prise, que sur l'écologie, parce que au final, ce côté végétal qui envahit l'humanité... Pour le dire, ceux qui sont un peu contre, qui sont presque un peu, entre guillemets, complotistes dans la bande dessinée, ne veulent pas de ce grand remplacement, en fait. Voilà. Donc c'est cette allégorie-là qui est... C'est vraiment une allégorie politique plus qu'un sujet écologique de premier abord, même si on peut y voir aussi une grille sur l'acceptation vis-à-vis du changement climatique, de la négation de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est vraiment un album à tiroir, à clé, et je trouve que c'est très pertinent et surtout très poétique. Et alors ça passe énormément par le dessin de Marion Besançon, qui... Alors, de premier abord, a une esthétique assez manga. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à des mangas. Avec ce découpage en noir et blanc aussi, alors on le dit, la BD commence en noir et blanc, il y a un découpage par saison, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça va finir quand même... Par être un peu plus coloré. Ça va être un peu plus coloré à la fin. Et Rien que la couverture donne quand même le ton. Et justement, je trouve que son dessin aussi évolue en même temps que l'album, en même temps que les personnages. Et cette influence manga devient de moins en moins présente. Je ne vais pas dire que ça devient plus franco-belge, mais c'est différent. Voilà, il y a une évolution dans le dessin. Et c'est vraiment un album intéressant, très poétique. Très, très poétique. Oui, très allégorique. Et alors, si on cherche une explication mais pourquoi cette mutation, pourquoi les gens deviennent à moitié végétaux, on risque d'être déçu. C'est pas le cœur du sujet, c'est pas le cœur de l'album, c'est pas pour ça que l'album est fait. C'est un album qui fait s'interroger, qui questionne beaucoup le lecteur, et le lecteur y met ses propres grilles, ses propres angoisses. Mais le postulat de départ de cette nature, justement, de cette épidémie, c'est justement la nature reprend un peu ses droits. Oui, on peut y voir ça aussi, complètement. Moi, je trouve ça pas tant écolo que ça. C'est plus un prétexte pour une réflexion sur le lâcher-prise, ne pas vouloir tout contrôler. Et ça convoque nos sens en nous, vraiment. Je trouve, on est touché aussi par des moments de grâce dans cet album. C'est remarquable. Il y a de l'espoir, il y a de la violence quand même au fil des pages. Il y a un peu tout, mais je trouve que l'optimisme l'emporte, finit par primer, et c'est ça qui est beau dans cet album. C'est un appel aussi, vraiment, à la compréhension des autres. Et c'est ça qui est fort dans cette allégorie-là. Donc ça s'appelle Vert, aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Patrick Lacan et de Marion Besançon. Alors, du vert au bleu, il n'y a qu'un pas. On va parler d'Octopolis, aux éditions Daniel Maguen de Gaëtan Nock, qu'on connaissait bien sûr pour les grands CR ou pour le rapport W, mais qui ramène sa touche de bleu de toute façon dans son dessin. Un thriller un peu écolo, formidablement didactique et très bleu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part à la recherche de son père qui n'a plus donné aucun signe de vie depuis déjà un certain moment. Ouais, un père scientifique qui est paléontologue. Il est paléontologue et alors elle avait plus trop de relations avec lui, mais là
voilà, ça commence à faire trop longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles à personne, et donc elle part à sa recherche. Et dans ses notes sur son ordinateur, elle trouve la mention Mission. d'une mission en lien avec des pieuvres. Oui. Voilà. Et elle comprend pas trop parce que la paléontologie, les pieuvres, ça colle pas. Et donc elle va commencer à aller rencontrer les connaissances de travail de son père. Elle va se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui se passent au musée d'histoire naturelle de Paris, et ça va partir comme ça. Alors c'est un thriller, oui, mais c'est un thriller comme les grands cerfs. C'est-à-dire que c'est pas un truc à suspense formidable. Non, pas du tout. Mais c'est une manière de s'interroger sur justement ces céphalopodes que le père étudie, et c'est ça qui est chouette aussi. Et il y a effectivement une grosse partie didactique, Oui. la présentation des pieuvres, la présentation de l'évolution, mais c'est mêlé habilement au récit principal. On sort pas du thème parce que justement on est dans les carnets de notes du père, et donc dans la démarche scientifique il y a l'explication. Donc voilà, tout ça est très cohérent. Et je parlais de thriller pas suspense parce que en fait ça tient plus sur l'ambiance. On sent qu'il y a une tension permanente. On sait que ça ne va pas déraper et finir avec des flingues à tout va. Oui, c'est ça. Mais pour autant, C'est une enquête. C'est une enquête. Il y a une pointe d'inquiétude pour le sort des personnages, et ça marche très bien. Alors donc voilà pour la partie engrenage, le scénario. Oui. Mais l'habillage de la BD, voilà, Gaëtan Nock. c'est Gaëtan Nock. Oui. Donc avec son esthétique picturale très tranché au niveau des couleurs, parce que là on voit évidemment le bleu, mais il nous a réservé quelques belles planches d'autres couleurs. Oui. Et je ne vais pas en dire trop parce que sinon ce serait dommage. Donc c'est Surtout vraiment... que là, il a l'habitude du bleu, mais là, ce grand bleu est vraiment très adapté aux propos en plus. Oui, Donc, oui, parce que l'exploration des fonds marins, il y a toute une nuance et toutes des camailleux de bleu qui sont vraiment subtils, et je salue l'impression, le chef de fab chez Daniel Maguen a dû s'arracher les cheveux pour bien imprimer le truc, pour être fidèle aux originaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances et c'est pas ça. Ah oui, parce que c'est un dessin plume et acrylique qui est juste magnifique, qui fait parler l'eau. C'est superbe, c'est immersif, c'est d'une beauté vertigineuse. Gaëtan Nock, encore, qui nous régale, qui observe en plus et qui fait son dessin sur place avec des carnets à la main. En fait, c'est vraiment du dessin d'observation aussi qu'il peut nous proposer. C'est ça qui est intéressant. On est proche du réalisme tout en étant très pictural. Voilà, très allégorique aussi, c'est magnifique. Ça m'a fait aussi penser un peu, cet Octopolis, au très récent La Brute et le Divin de Léonard Cheminot. Il y a des échos entre les deux. Il y a des échos entre les deux qu'on avait déjà présentés. Donc voilà, Nock qui réalise encore une œuvre complètement pertinente, accrocheuse, riche et nécessaire, qu'il faut lire vraiment. Ça s'appelle donc Octopolis, c'est de Gaëtan Nock et c'est aux éditions Daniel Maguen. Alors, on va repartir sur la Terre maintenant, Fred, avec La querelle des arbres aux éditions Casterman d'Amaya Alsumar et de Renaud Faras. Une fable, là, au cœur de l'Indochine coloniale. Oui, ça se passe dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, et on suit un bûcheron corse qui arrive en Indochine. Il va travailler pour une exploitation d'EVA. Et à son arrivée, la police coloniale l'alpague et lui dit on sait ce que tu as fait pendant la guerre. Il va falloir que tu nous serves d'espion dans cette exploitation d'EVA, parce qu'il y a des soubresauts de rébellion d'autochtones, il faut que tu nous tiennes au courant. Alors, le gars est coincé, il est pris entre le marteau et l'enclume. Voilà, parce que, sachant que la police coloniale est totalement corrompue aussi. Évidemment, il y a tout un espèce de microcosme entre grande bourgeoisie, politique dévoyée, police corrompue, truand, plus les autochtones qui tentent tant bien que mal de survivre et de grappiller quelques miettes que veulent bien laisser les colonisateurs. Et donc voilà, ça c'est le contexte historique que je trouve pas souvent exploité en bande dessinée. C'est vrai. C'est vraiment intéressant parce que c'est très documenté et on a vraiment beaucoup d'informations sur la société à cette époque. Et après, il y a cette deuxième partie de récit avec la rencontre du bûcheron avec un enfant qui lui dit que avant de couper un arbre, il faut demander à l'esprit qui habite cet arbre s'il est d'accord. Et cet enfant parle aux arbres. Voilà, cet enfant parle aux arbres. Et donc là, il y a toute une touche fantastique, croyance, va savoir quoi. Et ce bûcheron va être touché. Donc ça va être le croisement entre le réalisme politique, sociétal des années 20 en Indochine, et cette poésie, cette étrangeté, ce fantastique
indo-chinois. Et voilà, j'en dis pas plus. Il y a une magie qui se dégage au fur et à mesure des pages de cet album. Pour ça, on ne peut pas trop en dire plus parce qu'on va dévoiler cette magie-là. Alors c'est très bien fichu. Moi, Renaud Faras, j'avais déjà beaucoup aimé son précédent album chez Casterman, Duel, sur un officier napoléonien. Oui. Mais là, je trouve qu'il a encore progressé dans le sens où, ou alors c'est la jonction de la scénario, je ne sais pas. Mais waouh, quelle histoire bien ficelée. Ouais. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Tout est fluide, la narration est au top. C'est vraiment un album très fort. Il y a beaucoup d'idées. Oui. Le dessin est à la fois réaliste et en même temps très lâché. Il y a plein d'énergie. C'est vraiment... Voilà, Et c'est plein de rebondissements aussi. c'est un récit d'aventure à l'ancienne et en même temps très actuel parce que les questions de colonisation, de transmission, de parasitisme, voilà, tout est là et ça marche très bien. Et on Voilà. le sent en plus sur le dessin, je trouve on y trouve de multiples inspirations dans son dessin. Donc il y a énormément de choses scénaristiquement et énormément de choses aussi dans les inspirations du dessin qui est aussi magnifique, avec une atmosphère pleine et entière où les personnages ont d'abord au début du livre l'air de caricature et qui s'affirment de par le scénario et de par le dessin aussi, au fur et à mesure du bouquin. C'est vraiment très très bien fait. Polar du bout du monde, conte fantastique et fable écologique et anticolonialiste. La liste est longue pour désigner cet album, La Querelle des Arbres, montrant ainsi toute la richesse de cet album qui parvient à condenser toutes ses facettes avec panache. C'est du superbe boulot de la part de Renaud Faras et de Amaya Alsumar aux éditions Casterman. Ça s'appelle donc La Querelle des Arbres. Allez, on passe maintenant à un autre album, phase finale, tome 1, Desmodus Sapiens, aux éditions Le Lombard, Del Diablo, qu'on connaît bien, parce qu'on avait présenté Carcajou il n'y a pas longtemps, et de Romain Baudy, qu'on connaissait pour Space Connection, moi, Vampire, extraterrestre et fin du monde. Alors c'est un mélange détonnant, Voilà. on se dit ça va être un gloubi-boulga de n'importe quoi. Eh ben, c'est pas du tout. Pas du tout, c'est du pulp. Ouais. Alors oui, la planète est en train de crever, Oui. tout est ultra pollué. On suit un espèce de youtubeur, un podcasteur, qui va interviewer un complotiste qui s'est reclus dans un bunker et qui lui est persuadé que si la Terre est polluée, c'est à cause des extraterrestres. Ouais. Alors, le youtubeur se dit, bon, j'y crois pas du tout, mais ça va faire des vues. Sauf que, il s'avère que ce complotiste a raison. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des extraterrestres et depuis déjà un certain temps sur Terre qui provoquent la pollution, parce que Oui. c'est comme ça qu'ils Oui, prolifèrent le plus. Parce que là, au début du bouquin, on a arrêté l'exploitation des énergies fossiles, mais tant pis, là c'est trop tard. Là, c'est trop tard, Là, c'est c'est trop foutu. tard, c'est foutu. Et déboule là-dedans une vampire Oui. qui, vous voyez, Qui est là depuis des siècles. qui est là depuis des siècles et qui découvre que la Terre n'est pas son seul terrain de chasse et qu'il Oui. faut qu'elle le partage avec les extraterrestres. Alors là, c'est inacceptable. Donc, elle va faire une espèce d'alliance contre nature entre ce youtubeur, ce complotiste et une vampire pour lutter contre les extraterrestres. C'est ultra fun. Oui. Parce que, encore une C'est fois, super comme dans Carcajou, El Diablo construit énormément son scénario. C'est pas gratuit. Oui, c'est du grand guignol. Oui, c'est marrant. Oui, c'est du fun. Mais Mais c'est plus profond que ça. mais c'est fait sérieusement. Ouais. Donc voilà, c'est pas une connerie. Et puis c'est profond de façon sous-jacente en plus sur l'évolution de notre monde, de notre climat, de notre façon d'être et de vivre au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut donner dans le futur un petit Ouais. peu aussi hein. Voilà, après, moi je vois vraiment ça, le côté pulp Oui. assumé, Oui, vraiment le complètement. récit de genre croisé, et ça marche très bien, tout bêtement. C'est ultra fun. Voilà. Ouais. C'est de la pure BD de détente. Le dessin de Romain Baudy. Ah bah il y a avec- de l'énergie qui Waouh. colle totalement au récit Et puis, avec alors, son dessin. c'est clair. J'adore son design des extraterrestres, Ouais. les inventions qu'il met, parce que c'est un petit peu une société post-technologique aussi. Donc il y a vraiment un travail sur le design et sur le dessin qui est rafraîchissant. Avec Moi, des exagérations, je trouve, des personnages, tu vois, moi qui m'ont même rappelé un peu le dessin d'Umberto Ramos. Voilà, on est très exagéré sur les visages et tout ça. C'est super plaisant, justement, de voir ce genre de dessin. La bonne BD de divertissement, Ouais. c'est tout ce qu'on demande. Ouais, mené à 100 à l'heure, accompagné d'un chara-design séduisant, Desmodus Sapiens, c'est assurément une bonne entrée en matière. Reste plus qu'à transformer l'essai dans le tome 2 qu'on attend avec impatience. Ça s'appelle donc Phase Finale, c'est aux éditions Le Lombard, Del Diablo et de Romain Baudy. Alors maintenant, on passe à une aventure de dark fantasy où l'ombre et la lumière s'affrontent et où les mystères sont légion. Ça s'appelle Bird King livre 1 aux éditions Les Humanoïdes Associés de Daniel Friedman et de Chrome. Une bande dessinée qui a d'abord commencé sur Internet juste par le dessin de Chrome et qui a pris vie après en édition. Ouais, c'est de la fantaisie Ouais. à l'ancienne et en même temps très moderne.
Ouais, il y a vraiment un truc avec cet album que je trouve surprenant, c'est que on a l'impression d'avoir déjà lu, parce que ça reprend tous les mythes classiques, tous les clichés de la Oui, fantasy, et en même temps, c'est complètement autre chose. Donc, j'arrive pas trop à me l'expliquer, parce que, eh ben alors oui, une jeune fille, apprentie forgeronne, oui, qui erre dans les ruines d'un vieux château maudit, voilà. Qui aime casser des qui aime statues. casser des statues. Ah, ça, on l'a déjà vu 12 milliards de fois. Mais bah, le traitement de Friedman et Crumb fait que ça accroche. Et ça surprend quand même. Ouais, Parce qu'il y a quand même une création d'univers que je trouve vachement intéressante. La relation, évidemment, entre cette forgeronne et son maître. Alors, bon, tout le monde a lu La Fabrique du Héros, donc oui, on sait très bien que le maître va finir par mourir assez rapidement oui. pour qu'elle prenne. Voilà, en gros, on sait où ça va aller. Mais on ne sait pas comment ça va y aller. Et donc c'est ça tout l'intérêt du bouquin. C'est ça qui me plaît en tout cas, en plus du design du dessin de Crumb, Ah oui. qui, pour le coup... Allez, influence Mike Mignola, on est voilà, d'accord, ouais, Fred. moi, on parle de Mignola, Oui, j'aime bien, on oui, parle c'est des ça. descendants de Mignola, j'aime bien quand même. Donc, effectivement, il ne peut pas s'en cacher. Ouais. Mais je trouve qu'il apporte un peu plus de dynamisme, où là où Mignola est quand même de Oui. plus en plus figé. Là, j'ai l'impression que Crumb prend le meilleur du manga, parce que ça rappelle aussi par moments un peu Berserk, Oui. avec notamment une énergie et puis une démesure dans le design des personnages. Ouais. Il a une vision plus acidulée des personnages, je trouve. Ouais. Ouais. C'est plus fun, c'est moins hiératique, ça bourrine un peu plus Ouais. que Mignola, et en même temps, c'est pas non plus un récit haletant à 100 à l'heure. Ouais. Ça prend le temps de réfléchir à ce que ça raconte. C'est de la fantaisie, différemment, je sais pas. Voilà, les amateurs de fantaisie vont y trouver tout ce qu'ils aiment, mais ceux qui n'aiment pas trop la fantaisie peuvent quand même y jeter un œil parce Ouais. que il y a justement ce petit twist de nouveauté, cette façon de regarder assez américaine mais en même temps pleine d'influences franco-belges et manga. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cet album et déjà vivement le tome 2 à l'automne. Exactement. Et ce sera qu'en 4 tomes. Donc, Moi, ce qui pour est une bien. saga de fantasy, ça me suffit largement. Ouais, ouais, c'est super. Donc, Bird King se révèle vraiment une excellente surprise qui nous entraîne dans un univers fascinant. On vous le conseille. Ça s'appelle donc Bird King aux humanoïdes et associés de Daniel Friedman et de Crumb. On va passer maintenant à de la piraterie avec Les Aventuriers de l'Uraka aux éditions Le Lombard de Rémi Farnos. Un récit de piraterie proche des plus grands romans vraiment du genre qui insuffle avec brio un vrai souffle de l'aventure. C'est du Robert Louis Stevenson à l'ancienne et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un récit de pirate comme celui-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, alors oui et non, parce que oui, piraterie à l'ancienne, tout ce qu'on veut, Ouais, mais ça, en fait, ce qui fait la différence dans ce récit, c'est le personnage du capitaine. oui, Le capitaine tient son équipage parce qu'il a un charisme énorme, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais il le tient parce que il fait rêver son équipage. Il ouais, fait rêver avec des histoires, il ne fait pas rêver avec on va avoir un butin formidable. Non, il fait rêver avec la transmission de ce qu'il veut laisser. oui. Et donc il va raconter des histoires à son équipage. Et donc il y a une espèce de mise en abîme, je trouve, avec la bande dessinée, le fait de raconter une histoire et de parler de comment raconter une histoire, Voilà. que je trouve assez intéressante déjà. Et surtout, oui, ça reste quand même un récit de piraterie avec ses hauts faits, même si je trouve que le récit prend son temps pour Oui. démarrer et arriver justement aux C'est vraies pour ça que je te scènes parlais de récits de piraterie à l'ancienne un peu. On est dans l'attente et tout ça, mais même s'il y a tout, les acrostiches du récit de piraterie, avec la mutinerie qui gronde, enfin il y a des choses comme ça, une recherche de trésors quand même. Voilà, c'est de tout y l'aventure. est, mais il y a le petit Ouais. twist de nouveauté. Et en fait, un peu comme dans Calf Boy que Farnos avait fait avant, où où il prenait un axe différent sur le western, là je pense qu'il fait la même chose avec le trope du récit de piraterie. Oui. Tous les clichés qu'on attend, ils sont, mais un peu dévoyés. Oui. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Et surtout, il y a une qualité qu'on voit pas si souvent que ça en bande dessinée, c'est la qualité des dialogues. Oui. Il y a vraiment une recherche sur la langue. Alors c'est complètement nécessaire parce que ce personnage de capitaine est très éloquent. Oui. Donc il faut que s'il parle, ça marche. Oui. Et donc ça attrape le lecteur. Mais c'est pas si souvent qu'on a des dialogues aussi ciselés. Oui, c'est vrai. Voilà, je voulais tenir à le souligner. Ouais, c'est vraiment avec un récit qui est complètement maîtrisé, mais qui est à la fois simple et limpide, mais dense et complexe. Oui. Et c'est là toute la difficulté qu'il a
qui s'est donné lui-même pour retranscrire cette histoire au lecteur, mais ça passe comme une lettre à Ah la ouais, poste. c'est vraiment une lecture aisée, facile, Ouais, mais beaucoup plus profonde qu'un simple récit de piraterie. ouais. Et Avec un dessin, moi, qui m'a fait un peu penser au dessin de Christophe Blain, tu vois. Ah, il y a de l'énergie, Il y un a de petit peu. l'énergie, ouais. C'est moins détaillé, c'est moins charbonneux, mais il y a une simplicité dans le trait qui va vers l'efficacité. Enfin, ça marche bien, quoi. Ouais, C'est ça marche vraiment. bien. Alors oui, on n'est pas dans une esthétique réaliste, mais on s'en fout. Tant Oui, que le c'est ça. récit est bon et tant que l'histoire est bien. Et en fait, c'est à ça que aboutit la bande dessinée. Tant que l'histoire est belle, voilà, On se laisse porter. On se laisse porter. Ouais, donc ça s'appelle Les Aventuriers de l'Urraca de Rémi Farnos aux éditions Le Lombard. Une pépite de récits d'aventure et de piraterie qu'on vous conseille aussi. Alors, une bande dessinée un peu ado, j'ai envie de te dire. Ouais. Wilderman, tome 1, Adam Wilder aux éditions d'Argo de Bertrand Gatignol. Gatignol, on le connaît parce qu'il a fait Les Ogres Dieux avec Oui. Hubert, notamment, entre autres. Oui, entre autres. Mais là, il fait son premier récit en tant que scénariste. Ouais. Et il a abandonné son noir et blanc habituel pour un récit extrêmement coloré, avec Ouais. des teintes bien flashy. Ouais. On suit Adam Wilder, qui est un lycanthrope, Oui. un loup-garou, Un loup-garou. dans un univers magique. Il veut devenir le roi des brigands. Ça rappelle un petit peu le roi des pirates de One Piece, parce Oui. qu'il y a quand même une influence du manga aussi. Enfin, de plus en plus, de toute façon, Oui. la franco-belge est perméable Avec le manga. Ah, avec dans le dessin, il y a une manga, vraie avec influence manga, avec oui. le comics et tout ça, Oui. c'est normal. Surtout dans la mise en scène des pages, des bulles, des cases, enfin voilà. C'est extrêmement dynamique. Et donc, ce Adam Wilder veut devenir le roi des brigands. Et il va, par inadvertance, manger quelque chose qu'il ne devrait pas, parce que c'est un goinfre. Oui. Et, ça rappelle encore un petit peu Luffy, et il va devoir être au service d'une sorcière, et ça va partir en La sorcière cacahuète. Yaga Yaga. Voilà. On pense à Baba Yaga. Voilà. Mais il y a plein de Et en même temps, il y a références plein de références au conte et aux origines du conte. Le conte monstrueux, le conte pas drôle. Enfin voilà. Clairement, dès le début, il y a une vraie référence au petit chaperon rouge. Voilà, on il y a peut le dire. plein. Ouais. C'est un récit de fantasy européen, Oui. mais réactualisé avec, au XXIe siècle, tout bêtement, avec toutes les influences. On sort du cadre classique pesant du conte pour aller vers quelque chose de plus aventure, moins moralisateur peut-être. Il y a peut-être un peu moins de attention, hein, si tu finis comme ça. Voilà. Là, c'est plus fun, c'est plus Oui, décomplexé. parce que c'est dans un récit de fantasy moyenâgeux avec l'Inquisition qui est là, qui tape sur tout le monde et des rebondissements et du complot et tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il faut pour faire passer une bonne BD de divertissement. Et surtout, Gatignol arrive à mettre énormément d'amour, en fait. On voit le plaisir qu'il a à dessiner ces scènes. C'est fun à lire. Voilà, Il y a de la tronche, c'est drôle à lire. Il y a des dessins qui juste des personnages juste sur une petite chose comme ça qu'il arrive à faire. On éclate de rire en lisant cette bande dessinée. Ouais, une réussite vraiment, cet album de Bertrand Gatignol. J'ai vraiment envie de lire la suite et de savoir comment ça va se passer dans la suite, parce que là, on n'est que sur un tome 1. Tu sais en combien de tomes ce sera? Je crois que c'est prévu en 3 ou 4. Eh ben voilà, c'est encore parfait. 3 ou 4 tomes avec un dessin vraiment très manga, très shonen, avec un vrai coup de peps. Ça s'appelle donc Wilderman, tome 1, Adam Wilder, aux éditions d'Argo de Bertrand Gatignol. Allez, la jeunesse maintenant, tout vite. Tu voulais nous parler d'Au Chant des Grenouilles, tome 1, Uriana la sorcière, aux éditions Oxymore dans la collection Métamorphose, de Barbara Canepa, Anaïs Allard et Florent Sacré. Quelque chose de vraiment très mignon. Ouais. C'est une série concept, c'est-à-dire que chaque tome va être dessiné par un dessinateur différent. Oui. Par contre, Barbara Canepa et Anaïs Allard. ont choisi la crème des dessinateurs Oui. de BD jeunesse, Oui. entre guillemets. Parce qu'il va y avoir Alexis Ness, mais il va y avoir Aurélie Néret, il va y avoir Thierry Martin. Il y a vraiment que des top dessinateurs. Donc, même si vous n'êtes pas très jeunesse, mais que vous aimez le dessin, Oui, il faut regarder. il faut y aller. Le Chant des Grenouilles, c'est l'histoire animalière qui se passe dans une petite forêt. Oui. Les lapins, les renards, les araignées, tout le monde Les est copain. chauves-souris, voilà, tout va bien. Tout va bien, c'est très mignon. Il y a un Et donc club- on suit Un club du samedi. Il y a un club du samedi. Qui se réunit chez une lapine, Uriana la sorcière, pour leur raconter des histoires, en fait. Voilà, tout c'est ça. simplement. C'est des histoires toutes tendres, toutes douces. Ouais. Alors avec un
par moment une petite pointe de ah tiens, il y a un lièvre à lever là, il y a quelque chose à gratter. Il y a des moments où il faut quand même faire un petit peu peur aux enfants, hein, avec des Mais petites contes et légendes qui font un petit peu peur. Voilà, Mais bah, c'est une sorcière. Donc, voilà. voilà. Mais surtout, ça tient par le dessin. Ah, complètement. Voilà. Le dessin est magnifique. Le design des créatures de Florent Sacré, Ah. mais c'est à tomber par terre. Ouais. Enfin, vraiment, moi je trouve créateur des lapins crétins sur le petit bandeau, c'est pas lui rendre grâce. Non, quoi. c'est vraiment pas lui rendre Même grâce. si c'est très efficace au niveau du design, waouh, là c'est quand même 100 coudées au-dessus au niveau du dessin. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment un récit, voilà, c'est mignon, Oui. c'est Oui, jeunesse, c'est de la belle jeunesse. C'est de la belle jeunesse. À partir Ah, de tout petit, ouais. les parents peuvent lire aux enfants parce que vraiment les dessins sont magnifiques et on se laisse prendre au jeu. Ouais, il y a et une ça fait profusion du de bien. détails, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si vous êtes fan du Vent des Saules, tu vois, par exemple, de Complètement. la famille Passiflore ou des plus récentes Mémoires de la forêt, il faut vraiment vous jeter sur ce livre à déguster sous un plaid avec une petite tasse de thé, comme ça, au lit le soir avec votre enfant. Ça s'appelle donc Au chant des grenouilles, tome 1, Uriana la sorcière, aux éditions L'Oxymore Collection Métamorphose, de Barbara Canepa, Anaïs Allard et Florent Sacré. Et d'habitude, on s'arrête là, mais là, je voulais juste faire un petit focus sur une bande dessinée qui s'appelle 10 et ordinaire aux éditions Lapin d'Athénaïs Frondevel, qui est vosgienne d'origine et qui a voulu faire cette bande dessinée pour alerter sur tout ce qui sont les troubles 10, parce qu'on connaît la dyslexie, mais on ne connaît pas forcément la dysgraphie, la dyscalculie, tous les troubles 10 qui peuvent aller. Et donc c'est une bande dessinée qui relate des moments de vie de gens qui ont été diagnostiqués 10 comme elle, qui Voilà. a été diagnostiquée dyslexique à 6 ans et 10 orthographique et dyscalculique, 11 ou 12 dyscalculique ans, à ouais. 11 ans, je crois, oui c'est ça, et qui a voulu faire De la études, transmission. de la transmission et des études d'art. Donc c'est c'est pas un premier album parce qu'elle avait déjà sorti 2 autres albums, mais c'est vraiment à découvrir pour tous ceux qui sont atteints de troubles 10. Oui, même ceux qui ne sont pas atteints, mais pour Oui. comprendre comment les troubles sont ressentis par Oui. la personne concernée, parce que oui, Parce que ça se voit pas, un ça se trouble voit pas, 10, ça se voit pas, et puis surtout, on n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un ne sait le- pas le- faire une opération simple Voilà. ou des fautes d'orthographe qui paraissent énormes et du coup ça renvoie à C'est chaque juste fois à- le cerveau est pas câblé C'est pareil, ça. et puis C'est mais pas- ça on peut rien y faire, et donc c'est un bouquin de témoignages en même temps assez drôle. Oui, C'est- avec des situations drôles, agaçantes, attachantes aussi. voilà, c'est Ouais. Donc on voulait simplement vous en parler rapidement. Ça s'appelle donc Dies ordinaire parce que tout le monde ne naît pas Einstein, sachant que Einstein était aussi dyslexique, aux éditions Lapin d'Athénaïs Frondevel. Merci beaucoup Fred pour cette sélection. Il ne nous reste plus qu'un mois. Dans un mois, on se retrouve pour la sélection de l'été pour avoir des bandes dessinées sur la plage ou à la montagne pour lire en vacances. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, vosgestélévisions.tv, et que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Petit Casébule. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos commentaires. J'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup Fred. à bientôt Vincent. À bientôt. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.